Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir au 12e webinaire F3 consacré à l'intermodalité, la logistique urbaine et la mobilité à Port-de-Lille. Je suis Xenia, chef de projet REF3 à Port-de-Lille, et j'ai le plaisir de vous présenter nos 5 intervenants. Aujourd'hui, au programme, est-ce qu'on peut trouver le programme? Ok. Merci. Alain Lefebvre, directeur général de Port-de-Lille, présentera les atouts et les opportunités de l'intermodalité et de la logistique urbaine. Bertrand Leroy, directeur général de d'Ourbi, présentera la logistique urbaine d'Ourbi qui, depuis l'année dernière, s'est installée à Port-de-Lille dans le centre multimodal de la distribution urbaine. Ensuite, Sarah Fugier, responsable RSE à Port-de-Lille, présentera les projets en cours et à venir de la mobilité et de l'accessibilité. Dominique Drapier, notre responsable marketing à Port-de-Lille, nous décrira le projet de la future station multi-énergie sur le site de Lille. Et enfin, Madame Lucille Janson, chef RSE et mobilité durable à Réseau Alliance, présentera la démarche et les outils à disposition pour réaliser un plan de mobilité. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme. Après chaque intervention, il y aura un petit temps d'échange pour justement répondre à vos questions. Voilà, je laisse maintenant la parole à Alain Lefebvre, directeur général de Port-de-Lille, pour l'ouverture de ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire RSE F3, donc après le premier qui avait trait à l'économie circulaire et qui s'est déroulé le 27 avril. Donc, nous embrayons maintenant sur la mobilité. Et donc, dans ce cadre, je me permets un petit rappel par rapport au premier webinaire, donc que le terme central pour l'ensemble de nos activités sur la concession du port de Lille, c'est l'acceptabilité. Donc, c'est le véritable enjeu qui nous préoccupe en milieu urbain. Et donc, avec comme premier atout donc développé il y a quelques semaines au niveau de l'économie circulaire, la mobilité est évidemment un élément fort en termes d'accessibilité au niveau de la métropole. Et donc, nous sommes persuadés, convaincus que cette acceptabilité passe par l'intégration de la responsabilité sociétale, dont la troisième révolution industrielle et ses différents piliers sont un élément majeur. Donc, nous avons bien entendu tous en tête notre responsabilité économique, mais donc de moins en moins, nous pouvons nous développer, nous intégrer dans un milieu urbain sans tenir compte des environnements. Alors, j'insiste sur le terme des environnements, c'est pas uniquement l'environnement au sens écologique du terme, ce sont les environnements, les riverains, les autorités communales, voilà, enfin tout acteur qui peut être impacté par nos activités et dont la mobilité et l'accessibilité à nos zones est un élément important. Nous devons évidemment accompagner ce développement aussi par des progrès sociaux, des progrès sociétaux. Et c'est pour ça qu'au niveau du port de Lille et de l'ensemble de la communauté portuaire, la RSE et REF3 sont devenus des atouts majeurs. Donc, ce sur quoi nous travaillons principalement, outre le thème de ce jour, la mobilité et l'énergie, donc nous avons des projets de développement qui seront présentés dans quelques minutes. Il y a la sauvegarde de l'eau, qui est un élément majeur, et pas uniquement évidemment au niveau du port de Lille, mais sur l'ensemble de la métropole et des Hauts-de-France. Il y a évidemment l'intégration dans nos activités de la biodiversité et, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, l'économie circulaire. Donc, 5 éléments forts donc au niveau des ports de Lille. Mais je dirais que REF3, si on en parle depuis quelques années seulement, fait partie de l'ADN du port de Lille depuis le début, puisque l'intermodalité, les options différentes du tout à la route existent au port de Lille depuis sa création, en tout cas au niveau opérationnel début des années 50. Il y a début des années 90 la mise en place d'un trafic pendulaire entre
le nord et le sud de l'île pour d'une part les déchets ménagers et d'autre part les déchets verts. Donc ça existe depuis plus de 20 ans. C'est un trafic qui fait partie du paysage de la métropole et qui nous permet d'économiser 12 000 camions par an sur les routes du cœur de la métropole. Il y a le déploiement de la distribution urbaine, qui est déjà un atout, un élément fort par rapport à la mobilité en arrêtant les véhicules lourds et parfois polluants à l'entrée de la métropole. Maintenant, un des enjeux est de travailler sur le M de multimodal, donc de la distribution urbaine, en nous appuyant, en développant des projets qui s'appuient sur la voie fluviale. Il y a évidemment notre projet emblématique qui est le schéma de délestage fluvial d'une usine basée dans le Pas-de-Calais à l'Étrême, l'usine Roquette, qui s'appuie sur le fluvial pour alimenter ses entrepôts au port de Sens, 100 000 mètres carrés pratiquement. Il y a évidemment, ça a été vu en profondeur il y a quelques semaines, ce sont les activités de valorisation de la communauté portuaire, dont une grande partie, au-delà de l'aspect économie circulaire, une grande partie de cette activité s'appuie sur la voie fluviale. Et puis, il y a également, ce n'est pas que la mobilité, c'est la conception vertueuse des nouveaux bâtiments à centre avec des certifications environnementales haut de gamme, certifications internationales. Un petit rappel très rapide, le port de Lille s'est surtout développé sur l'axe nord-sud de la frontière belge au canal de Dunkerque à l'Escaut, avec aussi un axe ouest-est depuis Saint-Omer jusqu'à Douai. Et donc, c'est au total donc 12 sites multimodaux, dont 2 trimodaux, Lille et Centre. Autre élément important en termes de mobilité, ce sont nos relations, d'une part, par voie fluviale avec les ports maritimes du Nord, Dunkerque, Zeebrugge, Rotterdam, mais principalement Anvers. Autre liaison fluviale, donc je l'ai évoqué, la filière valorisation. Autre activité qui s'appuie sur le fluvial, c'est le transfert via l'île de traverse pour les grands chantiers, pour les chantiers grande vitesse de la SNCF, passe par l'île. Et donc, il y a l'équivalent de l'équipement de pas loin de 1000 km de voies ferrées qui a déjà transité par le port de Lille. Et puis, ce sont bien entendu nos trafics qui montent en puissance, nos relations avec les 4 régions du sud de la France et les liaisons ferroviaires à raison de 20 trains par semaine, d'une part sur le sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, et d'autre part sur le sud-est, Avignon-Marseille. Cela se traduit concrètement par un record au niveau du fluvial, au niveau 2020, avec plus de 2 millions. Pour la première fois de l'histoire du port de Lille, nous avons franchi le cap des 2 millions de tonnes transbordées de et vers la voie fluviale. Un tassement de notre trafic total, évidemment, il est inutile de préciser pourquoi, sur l'année 2020. Un trafic ferroviaire qui stagne pendant ces 2 dernières années à environ 400 000 tonnes, alors que notre potentiel, et en principe nous allons l'atteindre, je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant ça, atteindre les 500 000 tonnes cette année s'il n'y a pas de perturbation. Cela se traduit par un taux d'intermodalité de 33%. Il faut savoir que si la marchandise n'est pas consommée sur place, elle est redistribuée par la route, ce qui fait que c'est 33%, c'est par rapport à 50% maximum. Donc, c'est un niveau qui est déjà remarquable. Et aussi, un deuxième KPI important, c'est 85% de nos flux sont dédiés à la grande métropole lilloise. Donc, nous avons très peu de trafic de transit pour d'autres régions. Tous les flux qui passent par le port de Lille concernent le tissu économique de la région lilloise, de la métropole lilloise. Une vue aérienne de notre terminal à Lille, 12 hectares, trimodal, avec une activité en perpétuel développement. Pour le moment, c'est surtout le chemin de fer qui a le vent en poupe, mais nous travaillons beaucoup, évidemment, pour maintenir le niveau de l'activité fluviale. Le port de Lille, c'est également la distribution urbaine. Alors, Monsieur Leroy va faire un zoom, évidemment, sur son activité, mais c'est l'ensemble du port de Lille qui a une connotation
de service à la ville, de service à la métropole, notamment par le biais de la distribution. À gauche, sur le schéma, le plan que vous avez, c'est la zone BTP, hein, donc centrale à béton, distribution de matériaux de construction, centrale à tarmac. C'est une zone qui va être vraiment mise à un très haut niveau environnemental par le biais d'investissements importants au niveau de la production de ces produits. C'est l'île-et-Beau, distribution donc de conteneurs pour la collecte des déchets, tri select, donc centre de tri, il y a Chronopost, il ne faut pas vous le présenter, Citec Environnement, Briqueterie du Nord, aussi des matériaux de construction, le CNDU, Stock Nord, Croisière aussi, accueil de croisière pour le développement du tourisme de la métropole, et aussi une action sociale avec la Banque alimentaire et Main Forte, où nous accueillons des entreprises à économie sociale. Donc le port de centre, c'est principalement le développement d'entrepôts logistiques de haut niveau, mais aussi le développement d'un second terminal trimodal au sein du port de Lille. Et donc, voilà, donc tout ça concerne la mobilité des marchandises. Et donc, après l'intervention de Monsieur Leroy, qui fera un zoom sur la distribution urbaine, nous enclencherons nos présentations sur la mobilité également, nos engagements sur la mobilité durable en ce qui concerne les personnes. Mobilité, qui dit mobilité, dit évidemment consommation d'énergie, et donc nous ferons un zoom également sur nos projets de stations multi-énergie, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je transmets le témoin à Monsieur Leroy, directeur général d'Urbi-Lille. Merci de votre attention. Voilà, Monsieur Leroy, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Port de Lille pour cette invitation et pour me donner l'occasion donc de présenter notre activité. Donc, je vais vous partager immédiatement donc un support qui, je pense, vous sera transmis sitôt le webinaire terminé. Donc voilà. Donc comme présenté tout à l'heure par Xenia, nous sommes présents sur le CMDU donc depuis maintenant 1 an. Urbi, donc nous sommes un expert de la logistique urbaine. Nous sommes une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, filiale qui a été créée en 2018, et nous nous positionnons comme le spécialiste du premier et du dernier kilomètre sur l'ensemble des flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans les zones urbaines denses des métropoles. Comme vous pouvez le constater, nous nous positionnons aussi sur de la marchandise avec des volumes qui démarrent au-delà du colis, c'est-à-dire au-delà du 30 kg. Voilà, avec un petit slogan qui est du 30 kg, 3 tonnes. Nous sommes actuellement implantés et opérationnels sur 19 métropoles du territoire national, et nous le serons sur les 22 métropoles d'ici fin 2021. Nous sommes commissionnaires et capacitaires de transport qui nous permettent donc d'opérer, je dirais, sur un univers du transport réglementé. Et donc notre concept est dans un premier temps de nous installer sur des centres de mutualisation, donc ce qu'est le CMDU pour nous, et puis également nous venons mailler notre implantation sur le territoire avec des espaces de logistique urbain. Le premier donc sera installé rue Paul Duez à Lille, pas très loin de l'hôtel de ville et de la gare Lille-Flandre à Lille. Et nous assurons donc à partir de ce maillage donc les livraisons du dernier kilomètre au moyen d'une flotte de véhicules zéro ou faible émission qui va du vélo cargo jusqu'à du porteur 19 tonnes, parce que vous l'avez vu, nous transportons également de la marchandise pondéreuse et volumineuse. Notre mission est également d'apporter des services de stockage de proximité pour des acteurs de la ville, mais également du stockage avancé pour des chargeurs qui seraient un peu plus éloignés de la métropole. Urbi s'inscrit également dans les projets de l'économie circulaire en organisant également des programmes de collecte de recyclage non alimentaire et alimentaire, mais également les sujets autour de la consigne. Voilà pour vous donner sur cette carte également la zone d'intervention que nous appelons la zone urbaine dense. Notre métropole est la deuxième métropole la plus rurale de France, mais nous travaillons aujourd'hui vraiment sur ce territoire principalement urbain. Nos implantations, donc la première implantation, le vaisseau amiral, si je puis dire, c'est donc le CMDU.
Nous sommes également implantés au sein du mineur alimentaire. Donc là, après avoir été retenu lors de l'AMI lancée par la MEL, pour devenir le logisticien de la marketplace prochainement lancée pour Euralimentaire. Et donc, vous voyez tout en bas, c'est un ancien bureau de poste que nous avons pris rue Paul Duez, qui va nous permettre également donc cette implantation de proximité dans la ville. Voilà une petite cartographie pour vous situer géographiquement nos 3 sites. Les outils sont pour nous, vous le savez, stratégiques dans le domaine du transport et de la distribution. Donc, nous travaillons avec un logiciel, un TMS, un Transport Management System, donc qui s'appelle Teliway, édité par Telia, avec une application Télémobile dont sont équipés nos chauffeurs-livreurs à partir de smartphones qui nous permettent, dans ce métier de communication, de pouvoir donner, sitôt la livraison réalisée, une information au retour du statut de la livraison. Nous travaillons également avec un WMS, un logiciel de stockage qui nous permet, pour les prestations de logistique, d'ordonnancer le stockage informatisé, on va dire, de ces marchandises, tout en laissant, par le biais d'un portail, l'accès aux clients pour qu'ils puissent garder un œil, si je puis dire, sur son stock. Notre schéma de logistique urbain se présente de la façon suivante. On peut le voir en haut à gauche sur la diapo avec un centre de mutualisation qu'on peut parfaitement donc imaginer avec le CMDU, le maillage à l'intérieur de la ville avec le LU qui nous permettra de l'approvisionner régulièrement pour pouvoir ensuite redistribuer à l'intérieur de la ville, tout en ayant déjà en optique pour nous d'être en phase avec la future zone à faible émission qui arrivera sur la ville de Lille et 10 communes alentours. Donc, nos véhicules, nous le disions tout à l'heure, donc nous sommes déjà équipés de vélos cargo, de véhicules au gaz pour une partie de notre flotte. Nos porteurs sont actuellement encore diesel, mais dernière génération Euro 6. Et puis prochainement, viendront les véhicules électriques avec l'installation vraiment toute prochaine des bornes sur la devanture de notre bâtiment. Une photo de nos vélos cargo avec, vous le voyez, la livraison vélo, mais avec les moyens qui peuvent emporter 250 kg de marchandises. Et puis, je voulais, pour terminer, vous donner quelques chiffres sur cette première année d'activité. Donc, sur l'année 2020, malgré une année très singulière, vous en conviendrez, pour le démarrage d'une activité, nous avons réussi à lancer notre activité au mois de juin. Et donc, nous avons livré sur 2020 13 000 positions pour un poids moyen de 340 kg, ce qui représente 23 000 unités de manutention. On entendra colis, palettes ou tout type de contenants, pour un poids total de 4 400 tonnes de marchandises. Et sur le premier trimestre 2021, nous avons livré 5 300 positions, un poids moyen qui a augmenté pour se positionner à 400 kg, 8 800 unités de manutention pour 1 200 tonnes de marchandises. Dernier chiffre, donc notre activité à ce jour est composée de 90% de messagerie urbaine et de 10% d'activité logistique que nous espérons voir se développer avec les mesures de déconfinement actuellement engagées. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop long sur mon temps accordé. Merci pour votre attention. Et voilà, je suis tout disposé à recevoir vos questions et à y répondre. Merci, Monsieur Leroy, pour la présentation. C'était très intéressant. N'hésitez pas, je m'adresse à tout le monde ici autour de la table, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur l'onglet questions. Comme nous avons un peu le temps, en fait, je me permets de poser la question à Alain et aussi à Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, vous avez dit, vous avez le motto de livraison de marchandises de 30 kg jusqu'à 3 tonnes. Vous avez dit il s'agit de la messagerie, des colis, des palettes. Quel type de marchandises, en fait, est transporté par Urbi? Je vois que vous couvrez une énorme zone de chalandise sur toute la MEL. Donc, vos clients, c'est qui exactement? Alors, nos principaux clients à ce jour, parce qu'encore une fois, avec ce démarrage dans une année singulière, nous avions visé dans un premier temps les transports messagers, parce qu'on sait que pour leur métier, la problématique est en effet d'entrevoir la livraison de la ville demain, et beaucoup de gens ont à l'esprit le projet de la future zone à faible émission. Et donc, pour ces transporteurs, c'était vraiment de se dire soit ils intègrent en interne une structure dédiée à la ville, ou soit en effet, ils repèrent des opérateurs comme Urbi, à qui ils viennent vraiment confier ce rôle de correspondancier pour la ville, et vous l'avez noté, nous on s'est élargi très vite à la zone urbaine dense. Donc aujourd'hui, principalement, nos clients sont les transporteurs de la messagerie.
Nous avons bien sûr, et on comprendra, eu peine, je ne vais pas dire à séduire, parce que tout le monde est prêt également. Nous avons déjà prospecté auprès des acteurs de la ville. Alors bien sûr, tout de suite, nous pensons aux commerçants, mais il y a également l'artisanat, il y a également la logistique de chantier pour laquelle nous avons déjà pu opérer l'an dernier. Pour donner juste un exemple, une entreprise italienne qui remporte un marché pour rénover un concept de magasin de sport dans le centre commercial Euralille. Donc nous avons réceptionné la marchandise sur un chantier qui a été déroulé sur 4 semaines et nous avons donc coordonné cette logistique urbaine donc pour approvisionner ce chantier tout en mutualisant avec le fret du quotidien. Donc ça n'a pas été de l'opération spéciale et donc un coût qui peut s'assimiler à du coursier taxi dédié uniquement pour vous. On arrive à faire bénéficier aussi bien un commerçant, à une entreprise, aux messagers de ce principe de mutualisation des flux. Alors aujourd'hui, qui nous livrons? Nous livrons tous les acteurs de la métropole. Donc c'est-à-dire aussi bien l'industrie, parce que nous avons encore ce tissu industriel sur le secteur. Nous livrons bien sûr la grande distribution, nous livrons les commerçants traditionnels, l'administration, le secteur hospitalier, le négoce professionnel. Voilà, nous sommes la cible client pour nous, c'est le to-be. Mais là aussi, cette année singulière a fait que certains messagers se sont intégrés dans le B2C. Et nous avons aussi, par notre modèle qui intègre la prise de rendez-vous pour s'assurer d'arriver, d'honorer la livraison sur la première présentation. Donc, c'est aussi un service qui s'est beaucoup développé et qui permet vraiment d'ordonnancer donc nos tournées avec aujourd'hui un taux de succès en première présentation qui est au-delà de 97%. Là aussi, on se satisfait de la réussite de ce modèle en lequel nous croyons et en lequel croient également donc les personnes qui nous remettent la marchandise. Non, c'est un très beau modèle pour, je pense, beaucoup d'entreprises dans votre secteur. Comment vous vous différenciez de vos concurrents? Et je me dis, est-ce que Amazon, par exemple, Amazon, tout le monde parle d'Amazon, en fait, qui a eu durant la période de crise aussi une énorme croissance. Est-ce que ça vous gêne en fait Amazon et ou vous travaillez pas sur le même niche ou pas ou si? C'est une très bonne question. Si vous voulez, Amazon aujourd'hui, la question nous est parfois posée en disant est-ce que vous ne craignez pas Amazon Je ne sais pas qui doit craindre l'autre. Nous aujourd'hui, en fait, ouais. Amazon aujourd'hui, sa réussite, il la doit également à des logisticiens qui savent prendre le relais sur chacun des territoires sur lesquels il est présent. Et je vous dirais simplement que le groupe La Poste aujourd'hui distribue énormément de volume. Je dirais, voilà, acheté par le biais d'Amazon. Et s'il n'y avait pas des logisticiens comme le groupe La Poste, je pense qu'Amazon aurait quelques soucis. Aujourd'hui, il est loin de tout faire lui-même. Aujourd'hui, nous, la volonté de notre modèle, c'est de pouvoir aussi apporter cette même capacité à un commerçant du centre-ville, à lui, bien sûr, aussi d'être sur des schémas qui viennent digitaliser une partie de son modèle économique. Mais demain, aujourd'hui, livrer sur notre territoire de la même façon que pour un client Amazon, c'est à la portée, j'ai envie de dire, de tous. Aujourd'hui, je vous le disais, nous sommes également commissionnaires de transport, ce qui fait que le commerçant de la rue Escarmoise qui vendrait en ligne ses paires de chaussures peut parfaitement nous remettre cette marchandise et nous la remettrons à un confrère pour aller livrer la France, l'Europe ou le reste du monde. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes un logisticien métropolitain, mais nous sommes en capacité de traiter ces flux à l'origine de la métropole pour ensuite être dans notre rôle de maillon logistique, un remettant à confrère et encore une fois, alimenter le reste du monde sans souci. Donc, Amazon est un acteur qui, en effet, a, je pense, fait la démonstration d'un modèle digital fort. À nous de le dupliquer et d'accompagner également les acteurs de la ville pour le faire, mais c'est tout à fait possible. En plus, je pense ici en France, il y a cette sensibilité des Français de voilà, on peut faire aussi le bloc vis-à-vis des gros multinationales comme ça. Je pense donc effectivement les gens sont beaucoup sensibles aujourd'hui à tout ce qui est local et c'est un bon signe. Nous avons une question en fait pour vous, Monsieur Leroy, aussi, concernant Orbi. Qu'en est-il des produits périssables et le frais? Seront-ils une spécificité de site du mine ou est-il déjà possible de le faire depuis le CNDV?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour resituer le contexte, donc Kirby a 3 ans. Aujourd'hui, il y avait déjà une volonté de lancer et de chercher le modèle, parce que soyons clairs, hein, ça fait plusieurs années que nous parlons de cette logistique du dernier kilomètre. J'ai envie de dire, on en a parlé beaucoup plus que l'on a fait. Alors bon, le groupe La Poste, en termes de logistique du premier et du dernier kilomètre, je pense que c'est vraiment le grand spécialiste de cette proximité. Nous recherchons aujourd'hui avec la marchandise à créer ce même modèle. Alors, encore une fois, comme je disais, nous le créons. Ces premières années sont plutôt prometteuses. Et pour répondre sur le sujet du frais, oui, le sujet du frais est un sujet important et stratégique au sein du groupe. On a vraiment cette philosophie également d'être un acteur pour créer ce lien direct de la fourche à la fourchette, hein, pour reprendre une petite phrase facile, je dirais, de compréhension. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur le frais. Alors, nous faisons ce test et c'est vrai que la métropole nous a permis de pouvoir justement éprouver et organiser ce système dans un premier temps au travers du pôle alimentaire, du marché de gros alimentaire. Aujourd'hui, sur le CM2, nous ne le faisons pas pour l'instant. Voilà, aujourd'hui, on est aussi dans un périmètre alimentaire qui est dédié aux grossistes alimentaire. Peut-être le développerons-nous demain sur le CM2, mais il nous faut ce temps de la découverte, ce temps d'une bonne maîtrise de ce marché du frais. Nous ne faisons pas de froid négatif. Aujourd'hui, c'est une division qui est développée par notre cousin Chronopost avec cette division Chronofresh. Et nous allons plutôt veiller, parce que j'ai un prospect, j'ai un sujet de ce côté-là. Nous avons le moyen de créer les synergies également avec les autres entités du groupe et nous ne manquerons pas de le proposer à nos clients à ce moment-là. Ok, très bien. Merci, Monsieur Laura, pour toutes ces réponses. On peut passer peut-être à la prochaine présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou sous les questions. Comme ça, à la fin des interventions, on peut les poser aussi à tous les intervenants. Alors, merci. On passe maintenant côté mobilité. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Flugier, notre responsable RSE, pour vous présenter les projets en cours et à venir sur la mobilité des personnes ici au port. Est-ce que voilà. Bonjour. Oui, je vais partager ma présentation. C'est très bien. Ok, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va passer effectivement sur la mobilité, et là, la mobilité plus des personnes sur nos sites, notamment nos principaux sites qui accueillent à la fois nous, Port de Lille, mais également nos clients. Donc, dans un premier temps, notre action a été d'inciter à la mobilité alternative à la voiture, donc par le biais à la fois des transports en commun, des nouvelles mobilités, notamment électriques, mais aussi accessibilité cyclable. Donc, l'année dernière, nous avons pu réaliser de nouveaux stationnements de roues avec comme aide le programme Alvéole, qui nous a subventionné pour les stationnements ouverts et abrités. Et nous sommes en train d'installer également des bornes de recharge électrique sur nos sites. Donc, dans un premier temps, en propre sur l'ensemble de nos sites portuaires, Lille, Sante, Halluin, Béthune, par exemple. Mais également de créer des synergies avec nos clients pour les accompagner dans leur transition mobilité, que ce soit pour leurs salariés, mais également pour leur activité. Donc là, c'est un projet qui est actuellement en cours. On souhaite également travailler sur la sécurité des déplacements, parce que nous avons des sites qui sont en milieu urbain aujourd'hui, et dans cette optique d'apporter de nouvelles solutions mobilité et d'être de plus en plus responsable dans nos déplacements, donc dans une volonté de décarbonisation, on veut s'engager et accompagner les collègues, collaborateurs et collaboratrices du port, mais également nos clients dans leur politique de management de la mobilité. Et c'est en ça où nous voulons co-construire des projets avec eux pour apporter les solutions qui conviennent.
Je laisserai ensuite la parole à Lucile pour vous présenter un petit peu l'ambition que nous avons, qui est de réaliser un plan de mobilité interentreprise, donc pour avoir une vision collective des sujets que nous pouvons traiter et appréhender de manière sensible les volontés et les habitudes de mobilité de chacun et chacune. Voilà pour moi. Très bien, merci Sarah. En fait, j'imagine, si vous êtes un client de Port de Lille, vous avez déjà vu Sarah avec l'équipe aménagement installer des bornes électriques, vous proposer les bornes électriques, mais aussi les abris vélos, que je pense que voilà, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de nos clients. Sarah, question pour toi. Je pense que beaucoup de clients déjà te posent cette question-là. Les pistes cyclables. Oui. Les abris. Voilà, quel est un peu le planning, quelle est l'idée en fait des pistes cyclables, on le fait où, comment Alors, dans un premier temps, on a ciblé Lille comme territoire un petit peu d'expérimentation sur ces sujets, parce qu'on a une forte demande en fait en termes de mobilité, notamment cyclable et piétonne. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours, mais qui nécessite, si on veut vraiment avoir un projet global, de revoir aussi la circulation et le stationnement sur notre site de Lille. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais on y travaille avec mes collègues justement du service aménagement. Excellent. Quand on dit mobilité, on dit énergie. Donc, en fait, si vous êtes de nouveau aussi client, nous avons une petite station GNC déjà présente au port de Lille et nous avons aussi un grand projet en cours de planification piloté par Dominique Drapic, à qui je laisse la parole pour nous présenter un petit peu cette ambition de la future station multi-énergie. Vas-y Dominique. Eh bien, merci beaucoup, Xenia. Bon, donc, on a vu au cours des présentations précédentes que le port de Lille est fortement impliqué dans tout ce qui est la multimodalité, là essentiellement pour les marchandises, et également pour tout ce qui est les mobilités, là plus spécifiquement pour les personnes. Et c'est vrai que quand on fait le point, c'est vrai que la mobilité, c'est un maître mot pour les ports. Pourquoi ? Parce que les ports, ce sont les seuls lieux sur lesquels convergent les trois modes de transport terrestres principaux, donc c'est-à-dire aussi bien le fluvial que le ferroviaire et le routier. Bon, pour certains ports même, on peut y ajouter le fluvio-maritime et les pipelines. Et donc, bon, qui dit transport, qui dit flux, dit également émissions de gaz à effet de serre. Donc, très vite, un nouveau chantier a été ouvert au port de Lille, qui porte sur, en effet, ces énergies. Des énergies qui soient plus durables, qui soient plus propres et qui soient moins émettrices de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai, comme il a été indiqué par Xenia, nous avons depuis 2016 déjà une petite station qui distribue du GNC, hein, donc du gaz naturel comprimé. Alors cette station, entre 2016 et maintenant, elle a connu pendant quelques mois une interruption de service, dans la mesure où l'exploitant initial s'est retiré, mais bon, elle a été reprise, reconfigurée, rééquipée par Engie, et donc cette station est de nouveau opérationnelle. C'est vrai qu'elle offre une alternative pour de petits véhicules, hein, essentiellement pour les VUL, les véhicules utilitaires légers. Mais notre ambition, en effet, elle va beaucoup plus loin. Hein, et donc, cette ambition, c'est la station multi-énergie que je vais vous présenter. Je vais faire un petit partage d'écran. Donc, voilà. Donc, bon, rassurez-vous, moi, je n'aurai qu'une image à vous présenter. Hein, c'est celle qui figure actuellement. Donc, bon, cette station, elle est à la fois multi-énergie. En fait, elle est multi-plein de choses. En réalité. Hein. Donc, bon, elle est en effet d'abord multi-énergie parce qu'elle a vocation à distribuer du gaz, donc du GNC, hein, le GNC qui comprend une part croissante de ce qu'on appelle du biogaz, hein, donc et qui a un intérêt vraiment du point de vue écologique. Elle offrira sans doute aussi, au moins dans un premier temps, du GNL. Alors, le GNL, il y a toute une discussion qui a lieu à propos de l'aspect durabilité du GNL. Ça reste une énergie fossile. Mais bon, dans l'état actuel des choses, il est difficile de faire l'impasse, de s'en passer. Donc, elle distribuera également du GNL. Elle distribuera de l'électricité.
l'électricité, c'est vraiment aussi un vecteur d'avenir. Et bien entendu, elle distribuera de l'hydrogène, parce que bon, l'hydrogène, même s'il y a beaucoup de discussions là aussi pour savoir jusqu'où ça ira, ben, l'hydrogène, c'est de plus en plus présenté comme l'énergie de l'avenir. Donc elle sera multi-énergie parce qu'elle distribuera ses carburants. Et vous notez que, bon, bien entendu, les carburants purement fossiles, bon, ont disparu, hein, parce que, bon, bien entendu, il faut passer vraiment maintenant aussi à un autre temps. Je pense que j'ai entendu parler le terme de décarbonation ou décarbonation. Bon, là, c'est vrai qu'on y va tout droit, et donc le port de Lille se doit d'être moteur dans cet aspect-là. Alors, station également multivéhicule. Hein, bon, si on reste au niveau routier, bien entendu, notre ambition, bah, c'est qu'elle soit conçue aussi bien pour servir des véhicules particuliers que pour les VUL et pour les poids lourds, pour les camions. À son positionnement que nous avions prévu d'ores et déjà, il a été conçu justement pour qu'il soit en prise directe avec le réseau routier et que tout en étant dans l'enceinte portuaire même, cette station soit en mesure également d'être accessible en dehors des observateurs du port, donc c'est-à-dire la nuit et le week-end. C'est-à-dire que l'exploitant de cette station pourra compter quand même sur un effet de volume très important et cette station sera vraiment disponible pour l'ensemble de la population, aussi bien marchandises que personnes confondues. Et station également multimodale. Alors bon, c'est vrai, c'est un maître mot dont on a déjà beaucoup parlé. Bon, donc je ne vais pas m'en priver moi également. Donc servir les voitures, les camions, les camionnettes, c'est merveilleux, c'est bien. Mais ce ne sont pas, et de loin, les seuls vecteurs qui touchent le port. Donc nous voulons aussi que notre station soit en mesure d'approvisionner en énergie propre les bateaux. Alors, est-ce que ce sera du GNL? Est-ce que ce sera du GNC? Est-ce que ce sera de l'hydrogène? On n'en sait rien aujourd'hui. Simplement, on sait que la filière fluviale réfléchit intensément à son verdissement, pour reprendre le terme consacré. Donc, toutes les options sont sur la table. Il faut bien se mettre dans la tête que le port de Lille, on est là pour apporter des solutions, un maximum de solutions. On ne veut pas orienter les choix. Simplement, en fonction des choix qui seront opérés, on veut pouvoir dire, ben non, on peut vous suivre. Vous voulez du GNL? On a du GNL. Vous voulez de l'hydrogène? On a de l'hydrogène. Donc bon, on ne doit pas être des limitateurs, mais au contraire de grands distributeurs. Même chose pour les trains, le ferroviaire. Donc bon, Alain a parlé en début. Bon, c'est vrai que c'est un axe de développement important pour le port de Lille. Les trains, il y a des trains actuellement qui sont en étude en Estonie, je crois, bon, pour du GNC. On parle de trains hydrogène en Allemagne, etc. La même chose, nous devons être prêts pour distribuer ce carburant en fonction des choix qui seront opérés, des développements, pour les trains également. Idem également pour les engins de manutention. Donc nous avons ici à Lille ce qu'on appelle des stackers, les grues qui manipulent les conteneurs. Bon, demain, on doit être en mesure de livrer du GNL, de l'hydrogène, en fonction des nouvelles motorisations qui seront adaptées par les constructeurs. Alors, ne doutons pas qu'ils travaillent déjà intensément sur le sujet. Eh bien, bon, là, on doit être prêt également à leur livrer ces énergies nouvelles. Alors, vous voyez une station multi-tout, en quelque sorte. Alors, nous disposons, comme je l'ai indiqué sur le port de Lille, d'un espace qui est adapté. Nous travaillons intensément avec la ville, nous travaillons avec la MEL, etc., pour pouvoir produire une énergie qui soit propre. Et nous savons tous qu'il y a encore quelques verrous technologiques qu'il va falloir faire sauter pour avoir des énergies totalement renouvelables. Du gaz, bien entendu, mais du gaz, essentiellement du biogaz. Donc du gaz vert, de l'hydrogène, bien évidemment, mais de l'hydrogène qui soit produit plus par électrolyse que par vaporoformage, et l'électricité qui serait utilisée pour l'électrolyse, de l'électricité qui serait produite par le solaire ou par l'éolien. Donc dans ce grand mouvement REV 3, nous travaillons également justement pour vérifier des analyses. Est-ce que des panneaux voltaïques pourraient être implantés sur une partie des vastes surfaces de toiture dont nous disposons? Ça pourrait permettre justement de produire cette électricité qui serait utilisée pour l'électrolyse, pour fabriquer l'hydrogène. Enfin, il y a des tas de pistes qui peuvent être justement développées dans ce domaine-là. Alors bon, pour terminer, l'économie décarbonée, les transports propres, l'après-pétrole, pour certains, ce sont des concepts. Pour nous, au port de Lille, ce sont des projets. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Justement, Dominique, tu as quelques questions par rapport à la station multi-énergie. Est-ce qu'il y a une date pour l'installation de cette station multi-énergie? Voilà. Alors,
Merci pour la question. Donc c'est un gros projet. Une date c'est difficile à ce stade d'en donner une. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler. Je les ai cités avec la ville. Justement pour des aspects fonciers, etc. D'autre part, c'est quand même un équipement lourd qui est soumis à diverses autorisations. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs fronts concernant cette station multi-énergie. Je dirais as soon as possible. Le plus tôt sera le mieux. Mais un projet de cette nature, il va falloir quand même quelques mois, voire quelques années pour en venir à bout. Mais ceci dit, du moment où le plus gros a été fait quand même déjà, on sait où est-ce qu'on va la mettre, on sait ce qu'on veut y mettre, etc. Donc nous, une fois qu'on aura mis en place ce substrat, ce sera des aspects réglementaires, lancer un appel à manifestation d'intérêt, parce que bien entendu, on mettra à disposition le terrain, donc c'est de la location, on va s'occuper de préparer l'implantation. Par contre, le port de Lille n'est pas ni fabricant, installateur de stations multi-énergie, et bien entendu, on n'a pas vocation non plus à exploiter ce type d'installation. Donc, il va falloir faire appel à des compétences extérieures également. Mais enfin on y travaille déjà depuis quelques mois. Un gros travail a été fait. On sait déjà où on veut aller. Donc une fois qu'on a l'objectif en vue, c'est beaucoup plus facile. Merci Dominique. Une dernière question en fait qu'on nous a posée ici sur le chat. La petite station GNC, est-ce qu'elle est opérationnelle? Ah oui, tout à fait. Elle est opérationnelle. Donc elle a été reprise, comme j'ai indiqué, par la société Engie. Qui l'a un peu reformatée pour qu'elle soit un peu plus puissante pour desservir des VUL un peu plus puissants également qu'auparavant. Elle est opérationnelle. Là, je dirais que Urbi, tout à l'heure, Monsieur Leroy, il peut y emmener dès qu'il aura la possibilité, il peut l'utiliser. Les clients du port peuvent l'utiliser. Et puis, bien entendu, là où elle est située, elle peut également être utilisée par des gens qui ne sont pas situés dans le port. Nous ne sommes pas sectaires. Au contraire, on sera très heureux de les accueillir. La station est opérationnelle. Et c'est du GNC. Très bien. Merci Dominique pour toutes tes réponses. On passe directement à Madame Lucille Janson pour la présentation du plan de mobilité des dispositifs existants. Et puis, c'est notre dernière présentation et puis on aura encore un peu de temps pour des réponses et des questions. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, moi, je travaille pas directement au port de Lille, mais du coup, en lien assez fort, puisque du coup, on travaille avec Sarah depuis 2-3 ans maintenant sur les sujets RSE et notamment mobilité durable. Donc, en quelques mots, donc moi, je travaille chez Réseau Alliance, une association de 1901 qui va bientôt fêter ses 30 ans, qui a été créée par des chefs d'entreprise pour les entreprises afin de les accompagner dans l'amélioration de leur performance environnementale et performance dans le respect de l'homme aussi. Donc aujourd'hui, ça se traduit par des sujets autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, du coup, je passe la slide. Je vous passe les chiffres, vous les avez sous les yeux. Voilà, on a quand même un réseau qui commence à se constituer de manière assez forte. Et je vais juste insister sur les trophées de l'économie responsable, puisque Port de Lille est candidat pour remporter un prix qui valorisera la démarche RSE. Voilà, on travaille aussi sur ces sujets-là avec Sarah directement. Et un autre temps fort du coup que vous connaissez certainement, qui est le World Forum Responsible Economy. Donc 3 jours qui se passent à la CCI Grand Lille, dans lesquels on a des témoignages inspirants d'experts de l'économie responsable, qu'ils soient locaux ou internationaux. Voilà, et du coup, je maîtrise pas très bien cet outil, je suis désolée, c'est pas aussi fluide que quand je suis sur Teams. Voilà, et du coup, donc ça c'est le contexte. Et moi, je travaille maintenant depuis un petit peu plus de 7 ans sur l'action Déclic Mobilité, qui a été créée à la fois par la demande de nos adhérents et notamment AG2R La Mondiale, mais aussi avec l'ADEME et la région qui avaient émis le constat que finalement l'accompagnement autour des plans de mobilité employeurs, donc les plans de déplacement entreprise à l'époque, était plus pertinent quand il se faisait au sein d'une communauté. Donc on a vraiment été créé avec cet esprit de réunir différents employeurs qui vont partager des problématiques autour de la mobilité durable de leurs collaborateurs principalement, donc mobilité domicile-travail et mobilité par rapport aux déplacements professionnels. Et donc, nous, notre action à l'année, ça va être de sensibiliser les chefs d'entreprise, les responsables RSE, les responsables RH aux intérêts qu'on va avoir à promouvoir la mobilité durable, à faciliter, proposer des solutions, on le disait juste avant,
proposer des solutions pour faciliter le passage à l'acte et sortir du tout voiture individuelle. Et donc, une fois qu'on a compris que finalement ces actions-là sont bénéfiques pour le territoire, pour l'entreprise et pour les collaborateurs, on va passer à des phases d'accompagnement où on va proposer des formations, des ateliers d'échange de bonnes pratiques et on garde un lien aussi avec nos adhérents qui mettent en place leur démarche. L'idée étant derrière de suivre les actions et de pouvoir, grâce à la valorisation des bonnes pratiques, et s'aimer, donc inspirer encore plus de monde et avoir ce fameux effet boule de neige. Donc Sarah m'a appelé ce matin pour que je puisse justement... Ah, ma présentation a sauté, je suis désolée. Donc Sarah m'a invitée pour justement partager un peu quelques aspects plus méthodaux autour de la mobilité durable. Donc concrètement, ce qui va se passer sur les ports de l'île dans les mois à venir, ce sera un plan de mobilité employeur qui sera inter-entreprise, un plan de mobilité inter-entreprise, voilà, tout simplement. Donc je vous ai mis les grandes étapes et je pense que Sarah pourra compléter si besoin par rapport à comment ça va se concrétiser sur la zone. Du coup, on a une première phase de lancement, un classique, on est sur un projet. Il y a déjà une phase de diagnostic mobilité qui est enclenchée et qui va être complétée dans les semaines et les mois à venir. Et ensuite, donc, on aura toute une phase de plan d'action basée sur les résultats du diagnostic où Port de l'Île pourra proposer des solutions qui vont faciliter la mobilité durable, encore une fois, de tous les usagers, toutes les personnes qui viennent travailler sur les différents sites liés à Port de l'Île. Et du coup, après, forcément, on écrit un plan d'action, on le met, enfin, vous le mettrez d'ailleurs en place. Moi, je donnerai quelques petits conseils et quelques petits avis. Et ensuite, donc, il y aura toute une phase aussi d'évaluation pour suivre la réussite, la mise en place, la réussite, les impacts des actions et, dans un temps plus long, continuer à réorienter ce plan d'action pour qu'il puisse vivre et correspondre à la réalité du terrain. Donc, je vous avais mis toute la description des étapes. Je pense que c'est pas forcément nécessaire que je vous explique tout. Sarah, si tu veux, je te passe le micro pour que tu expliques ce qui se passe concrètement. Oui. Alors, dans un premier temps, nous allons avoir une phase de recensement, enfin de prise de contact avec nos clients sur l'ensemble de nos sites pour réaliser une cartographie des lieux d'habitation un petit peu de chacun pour pouvoir identifier par la suite des actions possibles et réaliser une enquête mobilité auprès de l'ensemble des salariés et usagers en fait sur nos sites portuaires. Donc ça va être les deux premières étapes, donc prise de contact et en cartographie diagnostic de mobilité sur l'ensemble de nos sites pour pouvoir ensuite proposer un plan d'action qui réponde aux attentes et aux leviers d'action qu'on a pu identifier pour agir à une mobilité plus durable. Voilà, et favoriser l'accessibilité de nos sites également. L'idée du diagnostic, c'est vraiment de croiser des données qui sont très objectives. Par exemple, le niveau d'accessibilité du site étudié par tous les moyens de transport durables et aussi la voiture, parce que ça fait quand même partie plus de 70% des pratiques quotidiennes des salariés, il ne faut pas le négliger. Donc, on a cette étude très objective et en même temps le côté subjectif avec une enquête où on va s'intéresser aux individus parce qu'en fait, la mobilité domicile-travail, c'est ancré dans l'organisation de la ville, l'organisation de la géographie, l'aménagement, etc. Mais aussi les cultures individuelles, le vécu. Quelqu'un qui a fait un accident de vélo aura beaucoup plus de mal à remonter sur selle. Voilà, ce genre de choses aussi où des parents avec des jeunes enfants à déposer seront peut-être plus contraints aussi d'utiliser la voiture. Donc, à travers cette analyse du vécu, on pourra avoir dans la synthèse déjà des actions qui pourront coller aux réalités de chacun. Sur la suite, du coup, je ne sais pas si Sarah, tu veux commenter par rapport aux étapes co-construction, animation, ou c'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Pense que c'est un peu tôt. Après, on co-construit, on a déjà réalisé, par exemple, un petit atelier mobilité pour identifier les emplacements, par exemple, de nos abris vélos ou
ou d'imaginer un petit peu comment pourrait être la piste cyclable qui permettrait d'acheminer, de sécuriser les déplacements sur le site de l'île. Donc ça, on est déjà un petit peu dans cette démarche, mais là, on souhaiterait, c'est ça, aller plus loin et vraiment travailler avec les responsables RSE, mobilité de chaque entreprise pour engager une démarche commune sur cette thématique. Voilà. Juste en complément, du coup, voilà, on parle de responsable RSE et mobilité. On est bien conscient aussi que sur les ports, il y a des petites entreprises qui sont constituées avec des équipes petites. Donc, c'est pas forcément le titre et la mission principale, mais en tout cas, cette personne qui sera référent et correspondant sur place aussi. Et du coup, voilà, sur la partie droite des slides, je vous avez mis quelques petites illustrations qui montrent un peu le type de solutions qui peuvent être mises en place. Donc, quand on parle de mobilité durable, c'est vrai on va mettre des exemples concrets maintenant sur le concept. Ça va être favoriser la marche à pied, parce qu'on l'oublie quand même. Donc, favoriser des cheminements piétons qui soient sécurisés, voire agréables. Favoriser les modes micro-mobilité comme les trottinettes qui se développent. Et en effet, sécuriser également les accès. On a déjà mentionné les pistes cyclables et les abris vélos qui permettent d'encourager la pratique du vélo. Et puis ensuite, on a d'autres pratiques aussi. Télétravail, visioconférence pour éviter les trop longs déplacements ou trop fréquents déplacements professionnels. La promotion des transports en commun, qui soient urbains ou interurbains avec des cars ou des TER. Promouvoir le covoiturage. Encourager l'usage des voitures électriques quand on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on prenne la voiture. Je vous ai mis 3 petits pictos qui sont moins sur des solutions, des choix de mode de transport, mais des solutions qui peuvent être proposées par les entreprises pour éviter, pour réduire le besoin de se déplacer, proposer des solutions de crèche qui soient adaptées au trajet et qui évitent aux salariés de devoir faire des détours et donc utiliser la voiture, proposer de la restauration sur place, proposer des services de conciergerie, on pourrait aussi mettre des salles de sport par exemple. Toutes ces actions-là vont aider notamment à réduire le déplacement et améliorer la qualité de vie au travail et vraiment avoir une démarche positive. Donc ça, c'est pas du tout engageant, c'est le côté Déclic Mobilité qui parle et pas Sarah en tant que responsable du projet. Mais voilà, c'est quelques exemples qui pourraient être envisagés. Je vous passe le côté évaluation. Là, je vous avais mis quelques bonnes pratiques. Alors, il y en a certaines qui datent un petit peu, mais en tout cas, elles sont toujours en place. Vous pourrez les retrouver si vous allez sur le site web de Déclic Mobilité. On a toute une partie où on va montrer ce que les entreprises réalisent au quotidien pour faciliter la mobilité durable. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. On a Pocheco qui, au départ, faisait des enveloppes et maintenant est complètement exemplaire sur les questions d'économie. La boucherie Le Sage, qui est connue pour la qualité de sa viande, mais aussi pour l'organisation du télétravail et du covoiturage. ADO, qui a été un des premiers à financer l'achat de vélos pour ses collaborateurs, etc. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Je passe très rapidement parce que je vois le temps qui passe. Sur le site web de Déclic Mobilité, vous pourrez retrouver aussi quelques outils si vous désirez creuser le sujet avec Sarah. Donc on a une formation, la CCI a aussi un outil qui s'appelle MobiPark qui est très complet et avec une méthodologie bien développée. Et pour aller plus loin, la CARSAT aussi peut proposer des accompagnements, notamment avec une réduction des frais quand on met en place des actions de mobilité durable. Et du coup, je profite de 1 minute, je me dépêche, je promets. Comme ça, c'est bon, on respectera le timing. Sarah m'avait demandé de faire un petit point sur le dispositif Tremplin. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. L'ADEME a lancé, dans le cadre du plan de relance, un dispositif qui va financer des actions pour les TPE et PME, donc avec moins de 250 salariés. Et donc, ces actions-là qui concourent à la transition écologique et énergétique. Donc, il y a une grosse cinquantaine de sujets qui sont balayés à travers la grille d'analyse de l'ADEME. Donc, des sujets liés à l'étude et la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, la performance énergétique bâtiment et tout ce qui va toucher à la qualité de l'air. On a toute une partie sur la mobilité des transports durables et une partie sur l'économie circulaire, la gestion des déchets. Donc, c'est 3-4 gros blocs qui vont vraiment
englober la transition aux yeux de l'ADEME. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Et donc, il y a des accompagnements qui sont d'ordre financier, qui vont de 5 000 à 200 000 euros selon les types de projets auxquels on postule. Il faut postuler avant le 31 juin et il s'engage à donner une réponse en maximum 1 mois. Donc, voilà, c'est intéressant sur la mobilité, mais pas que, et en lien fort avec REV3. Voilà. Donc, ça, c'est la slide officielle de l'ADEME et avec son accompagnement. Et voilà, je vous la laisse 2 secondes pendant que je vous remercie. Voilà. Merci Lucille pour la présentation. Juste une petite question, je suis une petite entreprise, je veux faire un plan de mobilité. Donc si je ne suis pas au port, donc il n'y aura pas Sarah qui va venir vers moi. Donc Voilà. je m'adresse à qui? Eh ben, on peut s'appeler. Okay. En fait, nous, on a vraiment ce rôle de réseau. Donc, en fonction des besoins, soit on va donner un petit peu de conseils, un peu de réseau pour que l'entreprise toute seule puisse avancer. Si elle a besoin d'être formée, on propose des formations. Et si elle a besoin d'être mise en relation avec des bureaux d'études qui viendront agir sur place, on a aussi un annuaire avec 150 entreprises qui sont répertoriées et qui agissent en entreprise pour proposer des solutions. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bon, c'est fini en fait. Avant de laisser la parole à Alain Lefebvre, j'aimerais bien aussi remercier à tous les intervenants pour vraiment les présentations très intéressantes. Un grand merci à Monsieur Leroy et Madame Janson-Lucille pour les témoignages. Et un petit rappel que le prochain et le dernier webinaire REV3 sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables aura lieu le 22 juin. Même heure, même place. Donc, n'hésitez pas, vous allez recevoir les invitations. Donc, j'espère vous voir aussi pour ce dernier webinaire. Voilà, je laisse la parole à Alain pour clôturer ce webinaire. Merci Xenia. Merci à tous et à tous pour vos participations et aux présentateurs pour leur présentation particulièrement dynamique et intéressante. Donc, c'est évidemment un vrai sujet. Nous avons abordé le sujet énergie aussi aujourd'hui. Nous allons le compléter plus dans un domaine d'économie d'énergie au niveau des bâtiments le 22 juin, entre autres. Et donc, à part ça, je dirais que je vois pas très bien ce que je peux ajouter d'utile par rapport aux différentes interventions. Donc, il apparaît clairement, encore une fois, que le port est là pour améliorer la situation en termes d'accessibilité, mais c'est évidemment un message qui va bien au-delà aussi de la communauté portuaire par rapport à l'utilité du port en milieu urbain et donc c'est un sujet qui concerne le territoire bien au-delà de la métropole que de s'appuyer sur les solutions intermodales au niveau des marchandises, comme l'a évoqué Dominique dans le cadre du rôle des ports. Il est clair aussi, je ne suis pas intervenu parce que je voulais pas ralentir la dynamique, mais concernant les pistes au niveau des ports, donc c'est clair que le sujet est lancé, j'ai marqué accord pour développer le sujet, mais il est clair que c'est un sujet très compliqué et il ne s'agit pas, je ne veux pas qu'on se limite aussi à uniquement tracer des lignes sur les pavés. Il y a d'autres sujets à régler, notamment au niveau du parking et puis de la sécurité. Vous allez me dire pour le moment c'est justement ça qui manque, mais si c'est pour trouver des solutions, elles doivent être pérennes aussi. Et puis, elles doivent être bonnes du premier coup par rapport à ces sujets-là. Donc, on a déjà entamé pas mal d'investissements au niveau des garages à vélo, notamment au niveau de la signalétique qui va être mise en place à Sante. Ça aussi, c'est un sujet qui concerne la mobilité. Dans la foulée, nous allons implémenter une toute nouvelle signalétique au port de Lille également. Voilà, donc encore merci à tout le monde. Et puis j'espère donc
que nous retrouverons tous en pleine forme le 22 juin. Donc, en principe, nous aurons fait un bond en avant sur le déconfinement, ce qui risque d'avoir des effets un peu négatifs sur la mobilité, surtout aux heures de pointe. Mais bon, je pense qu'il n'y aura personne pour s'en plaindre. Ce sera avec beaucoup de joie que nous déplacerons dans de meilleures conditions de vie. Voilà, merci encore, bon appétit à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère. Merci à tous pour votre participation. Merci Alain et à bientôt, j'espère, pour le prochain webinaire.